Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode, ce premier épisode du C2S Dental Talk. Alors C2S Dental Talk, c'est quoi? C'est un nouveau format que nous avons souhaité mettre en place avec C2S Formation pour vous partager notre expertise et pour répondre aux questions que vous nous posez de façon régulière. Il s'agit ici d'un premier épisode spécial reprise post-confinement. Vous êtes plusieurs d'entre vous, et même la majorité d'entre vous, depuis quelques jours en train de reprendre une activité au sein de vos cabinets dentaires. Et comme tous les dentistes en France, vous faites face à de nouvelles problématiques. Des problématiques en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de management, des problématiques financières. L'idée de ce C2S Dental Talk, c'est que des dentistes experts, des cabinets dentaires experts en communication, en organisation, en management, ont déjà identifié depuis quelques semaines que ces problématiques allaient arriver suite à la reprise post-confinement. Ils ont déjà cherché des solutions, créé de nouveaux processus, de nouveaux procédés, mis en place de nouveaux protocoles au sein de leur cabinet. Et donc, je suis ravie de pouvoir inviter ces dentistes experts pour partager avec nous leur expérience, leur expertise, nous partager leurs conseils, leurs secrets pendant cette reprise post-confinement. Comme il s'agit ici du premier épisode, je vais commencer par me présenter et puis ensuite je présenterai mes deux invités. Je suis Dr Marie Le Belligo. J'ai deux métiers qui me passionnent l'un comme l'autre. Je suis chirurgien dentiste et je suis formatrice pour C2S Formation. Lorsque j'ai quitté la faculté, je n'ai eu qu'une obsession en tête, c'est devenir un chirurgien dentiste excellent. Et les mois passant, je me suis rendu compte que toutes les compétences techniques que j'avais acquises au long de mes études seraient complètement insuffisantes pour atteindre mon objectif, qu'il me faudrait acquérir de nouvelles compétences qui n'ont rien à voir avec la technique, des compétences en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de management, des compétences financières. Comment communiquer avec son patient de façon efficace, de façon à ce qu'il comprenne l'intérêt pour lui des plans de traitement que je lui propose. Comment manager des assistantes quand on n'a jamais managé d'équipe ou de salariés. Comment organiser son agenda de rendez-vous pour qu'il soit équilibré et qu'on ne soit pas complètement noyé sous les rendez-vous au quotidien. Et je me suis donc mise à la recherche de cabinets dentaires qui seraient experts dans ces domaines, de dentistes experts qui pourraient m'apprendre leurs compétences. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années déjà, j'ai intégré le cabinet dentaire C2S. Je suis ravie de vous présenter notre premier invité aujourd'hui, qui n'est autre que le fondateur du cabinet dentaire C2S, le docteur Pierre-Michel Le Prado. Pierre-Michel est un passionné de communication, d'organisation. Il a fondé son cabinet il y a 20 ans et en a fait un cabinet dentaire référence en France en organisation. Il a également fondé une société de formation, la société C2S Formation, au travers de laquelle il forme depuis de nombreuses années des chirurgiens dentistes à l'organisation d'un cabinet dentaire, à la communication au sein d'un cabinet dentaire, au management, aux aspects financiers d'un cabinet dentaire également. Mon deuxième invité est le docteur Philippe Mera. Philippe est à la tête d'un cabinet dentaire ultra organisé à Paris. C'est un passionné de communication, il est maître en communication et notamment en PNL, en programmation neuro-linguistique. Et donc je suis ravie de les accueillir tous les deux aujourd'hui pour répondre aux problématiques que vous rencontrez en termes de communication pour vos patients depuis la reprise. Bienvenue Pierre-Michel, bienvenue Philippe. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Là, tous les cabinets dentaires de France actuellement sont en pleine reprise post-confinement. On a tous une liste d'attente plus ou moins longue de patients qui étaient en cours de soins avant le confinement et qui attendent qu'on reprenne. Et on a tous préparé notre reprise activement. Et ne penses-tu pas que, Pierre-Michel, que tous ces patients
auxquels nous avons dit que leurs soins n'étaient pas urgents avant le confinement et qu'il était même trop risqué de venir au cabinet, soient réticents et un peu peur à l'idée de reprendre leurs soins aussitôt à seulement J1 du déconfinement. Oui, Marie, je pense que j'anticipe un problème à ce niveau-là. J'anticipe un problème parce que l'ensemble de nos patients ont passé 9 semaines dans lequel ils ont fait une sorte de DU de virologie à travers BFM, où ils ont appris que le virus était dangereux et le virus était très contagieux. Et on les a rééduqués à rester chez eux. Et cette rééducation, je pense, va laisser quelques traces sur une sorte de méfiance. Et c'est possible que les cabinets aient des problèmes tout simplement lorsqu'ils vont appeler les patients pour générer de la confiance afin que ces patients reprennent leur rendez-vous et ne diffèrent pas leur traitement pour le mois de septembre. Euh, L'ensemble des patients, je pense, sont imbibés par cette peur. Et cette peur, elle est déformante, elle est exagérante et elle n'est pas neutralisable par la rationalité. C'est une peur qui est non rationnelle. Les neurosciences ont parfaitement démontré que les peurs, elles rentrent dans les centres de décision avant la rationalité et qu'elles viennent complètement neutraliser cette lucidité, ce qu'on appelle la lucidité. Et lorsque les facteurs rationnels arrivent pour éventuellement calmer la peur, ben, ils ne sont pas efficaces. Et que ça va engendrer forcément une communication qui soit adaptée de façon à aller faire une sorte de rééducation de la zone limbique et non pas vouloir calmer ses peurs ou en tout cas rassurer les gens avec des arguments cartésiens. Ce qui me fait dire ça, c'est deux expériences ou deux exemples. Les médecins généralistes, pendant la crise, ont ouvert leur cabinet. Ils se sont organisés pour ouvrir leur cabinet parce qu'ils attendaient beaucoup de monde en Covid-19. À tel point que même des médecins généralistes qui étaient en retraite sont revenus dans leurs cabinets libéraux qu'ils avaient quittés quelques temps après pour donner un coup de main à leurs ex-associés. Et ils ont découvert avec beaucoup de surprise que les cabinets étaient vides. Ils sont passés de 20 consultations jour à 3 consultations jour. Pourquoi? Parce que les patients, dans leur globalité, avaient peur de revenir dans leur cabinet. Mais à côté de ça, on est à 2 jours de la réouverture, et à côté de ça, les coiffeurs sont remplis de clients qui ont pris rendez-vous, à tel point qu'il y a un coiffeur qui va ouvrir à minuit 1 dimanche soir pour aller prendre tous les clients qui sont impatients de retourner chez leur coiffeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils n'ont pas peur, ils vont venir. Mais par contre, s'ils ont peur, on aura le syndrome du médecin généraliste. Et qu'il va falloir qu'on ait une communication qui soit très rassurante afin de ne pas mettre les patients même en perte de chance d'un point de vue médical, qu'ils ne restent pas chez eux en transformer cette carie en pulpite, par exemple. Ok, donc là, le concept dont tu parles, c'est un concept qui est assez connu en neurosciences, hein, le concept de peur, système 1, système 2. Est-ce que tu peux juste prendre 2 minutes pour les dentistes qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas pour nous l'expliquer et enfin, le préciser? Oui, bien sûr. L'idée ici, c'est que notre centre de décision, notre cerveau, entre guillemets, est inondé par 2 sortes d'informations. Des informations qui circulent dans un système 1, appelé aussi le système limbique, ou dans le système 2, qui est appelé système préfrontal. Bon, peu importe comment il s'appelle. Le système 1 est plutôt un système qui va être de type réflexe, de type instinctif, de type émotionnel. Et surtout, il a une caractéristique, c'est qu'il est très, très fluide. Ça veut dire que les informations, elles arrivent très, très vite par ce système-là. Et le système 2, c'est le système qui est plus rationnel. C'est le système qui fait plus appel à de la logique, plus appel à de la réflexion. Et lui, il est beaucoup plus lent. Si bien que lorsqu'on utilise le côté rationnel, eh bien, l'argument rationnel, il arrive non pas dans un cerveau qui est tout nu,
qui est vierge, mais dans un cerveau qui a déjà été imbibé par le système 1, qui est l'idée qu'on se fait de la problématique. Pour donner un exemple, si on a peur en avion, eh bien, le système 1 va envoyer des informations au niveau du cerveau et va, comment dirais-je, pré-remplir le cerveau avec toute cette peur qui est absolument déformante et qui est absolument euh, déformante vers l'ampleur. Et lorsque les statistiques de l'aviation civile arrivent et qu'on vient rassurer notre passager en lui disant, mais vous savez, les avions, il y a moins d'accidents en avion qu'un accident en voiture, eh bien, ces informations, elles ne sont pas efficaces, tout simplement parce que la peur s'est installée et elle a pris toute la place dans le système décisionnel, parce que le système 2 est beaucoup plus lent que le système 1. Ok. Donc, si on suit bien ton raisonnement, on ne pourra pas s'appuyer sur une communication rationnelle pour rassurer nos patients. Et du coup, toi, Philippe, tu es expert en communication. Quel type de communication tu nous conseilles pour utiliser avec nos patients, pour les rassurer, pour leur donner envie de revenir au cabinet? Oui, tout à fait. Donc, il y a deux types de communication. Il y a cette communication cartésienne, c'est celle que nous mettons tous actuellement en œuvre dans nos cabinets avec les vidéos pour expliquer la mise en place des EPI, pour expliquer le nettoyage des mains, l'arrivée du patient. Et puis, c'est une communication qui est très technique et qui est un domaine qui est bien connu par notre profession, le côté technique. Et puis, une communication tout à fait autre qui est une communication émotionnelle, une communication qui est plus une communication d'humain à humain, qui respecte énormément la personne, qui s'occupe de la personne et qui génère énormément de confiance de la part de nos patients et d'envie de venir chez nous. Donc là, vous venez nous démontrer tous les deux que les dentistes de France ont vraiment tout intérêt à adopter une communication émotionnelle pour rassurer les patients. Et donc, Philippe, je te pose la question parce que vraiment ton domaine d'expertise, c'est la communication émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu fais pour que ta communication émotionnelle soit efficace? Comment tu fais pour que les patients ne soient pas inondés par une peur qui les empêcherait de venir? Eh bien, pour ça, je vais utiliser bien sûr Internet, je vais utiliser ce qu'on pourrait appeler la téléconsultation. Je vais utiliser un outil qui va me permettre de voir le patient dans son cadre à lui, dans son environnement, qui va éviter de voir le patient masqué au cabinet, de voir son praticien masqué. C'est vraiment un outil que nous mettons en place, nous sommes en train de mettre en place au cabinet pour communiquer mieux, parce que cette communication que nous pourrions avoir au cabinet va me fixer des barrières, va m'empêcher complètement de ce que j'appellerais rentrer dans le monde des patients. D'accord. Et donc là, si je comprends bien, c'est une communication qui va se faire à distance. Donc, si tu parles de téléconsultation, c'est quand même une mise en relation avec ton patient. Mais la difficulté, je pense, là, pendant la crise, c'est quand même de trouver un moyen de communiquer avec des patients qui ne sont pas encore au cabinet, qui sont chez eux, des patients qui sont devant BFM TV. Et du coup, toi, Pierre-Michel, pour essayer vraiment d'être pratico-pratique, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui a été mis en place au sein du cabinet dentaire C2S pour générer de la confiance chez les patients qui sont chez eux et devant BFM TV? Oui, c'est sûr que beaucoup de patients seront chez eux et se questionneront de savoir s'ils prennent rendez-vous en juin ou s'ils prennent rendez-vous en septembre et qu'il faudra essayer d'aller cibler cette conversation émotionnelle jusqu'à leur domicile, qui est situé à plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres du cabinet. Et donc ça, c'est tout à fait un peu inédit chez les dentistes qui ne sont pas habitués à les communiquer comme ceci à distance, et ça en fait tout un challenge. Alors en termes de moyens, bien sûr, il y a beaucoup de moyens possibles, mais ici, je pense que le moyen qui me semble plus adapté à la situation, c'est la newsletter. Donc, si je comprends bien, enfin, là, quand je t'entends parler de la newsletter, tu as l'air vraiment convaincu et enthousiaste.
sur cette solution, sur ce système. Et j'ai le sentiment qu'à tes yeux, c'est même la solution de choix pour les dentistes qui souhaitent communiquer à distance avec leurs patients. Est-ce que tu peux me le confirmer? Et puis si oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, je pense que c'est la solution de choix parce que c'est une solution qui permet d'aller cibler les patients qui sont à plusieurs centaines de mètres ou à plusieurs kilomètres du cabinet et c'est déjà, déjà une raison très importante pour justifier mon choix. Et les patients sont de plus en plus phone friendly, téléphone friendly et comment dirais-je, la crise les a fait passer un DU de virologie, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais leur a fait aussi passer un DU digital parce qu'ils ont eu aussi beaucoup d'opportunités et beaucoup d'occasions et même ils ont été forcés d'aller améliorer leur intelligence digitale. Donc en fait, cette solution-là, elle est adaptée et puis elle est adaptée parce qu'on peut faire de la communication émotionnelle avec une newsletter puisqu'elle va être composée de mots, elle va être composée de photos, elle va être composée de vidéos. Et on sait que un mot égale 1 en termes de puissance. Enfin, si un mot égale 1 en termes de puissance, une photo vaut 10 et une vidéo vaut 100. Et que quand on envoie cette newsletter-là, elle est très impactante parce que ce n'est pas comme une consigne qui vient du Conseil de l'Ordre ou qui vient du ministère de la Santé ou qui passe sur TF1. C'est une communication qui passe de quelqu'un qui est connu, qui s'appelle le dentiste, qui est quelquefois dans sa ville et quelquefois dans son village et qui est envoyé sur un téléphone de quelqu'un qui est donc très personnalisé. Donc, c'est très impactant lorsque le patient reçoit ça. Et si au sein de cette newsletter-là, elle est suffisamment bien faite pour être émotionnellement, pour qu'il y ait de l'émotion qui soit contenue, alors elle rentre directement dans le système 1 de notre patient et elle est excessivement rassurante. Elle va contenir pour moi 2 messages. Il y a un premier méga message qui est le message un peu prétexte. Le cabinet réouvre le 11 mai. Il faut absolument mettre ce message-là, ne serait-ce que pour des raisons légales. Mais en même temps que l'on met ce message-là, on va aller mettre des contenus qui va montrer qu'on a mis toutes les normes et qu'on a même été au-delà des normes sur notre patient. Et donc, il va pouvoir découvrir dans des vidéos que vous pourrez mettre, et je pourrais vous mettre la vidéo que l'on a fait, nous, au sein du cabinet, mais pour vous aider, mais on peut voir dans ces vidéos-là que le patient va voir autre chose. Il va voir que le cabinet est organisé en équipe, que le cabinet utilise des normes qui sont au-delà des recommandations, que le cabinet les attend, que le cabinet se prépare, que le cabinet est technologiquement au point. Il va avoir un tas de renseignements qui vont aller directement dans sa zone émotionnelle et qui vont venir, pour le coup, chasser la peur parce qu'on est dans la même zone décisionnelle et on joue avec le même secteur décisionnel. C'est en ça que la newsletter est, je pense, très, très performante et ultra performante. Ok, là, je comprends la notion de performance en termes de contenu, mais est-ce que tu peux nous dire pour le format, pourquoi le format est pour toi c'est la solution de choix? Pourquoi le format newsletter est une solution de choix? Oui, en fait, dès qu'on parle communication, et on voit ça dans les séminaires de C2S Formation, dès qu'on parle de communication patient, il y a peut-être 10 possibilités. Et que l'idée ici, c'est de ne pas forcément utiliser les 10, parce que si on utilise les 10, on épuise l'équipe. On n'est pas, voilà, ça demande du temps de faire cette chose-là. Donc, on va disposer les différentes solutions sur un graphique avec un axe vertical ordonné, un axe horizontal d'abscisse. Et on va aller disposer les solutions en fonction de leur difficulté. C'est-à-dire que l'axe vertical, par exemple, va représenter la difficulté de la solution. Difficulté, c'est quoi? C'est son coût, c'est le temps pour la mettre en place, c'est les compétences nécessaires, c'est quelquefois le matériel nécessaire. Et plus la solution est difficile, plus elle représente certaines difficultés, plus elle va être placée assez haut par rapport à cet axe graphique, à cet axe vertical. Et puis, sur l'axe horizontal, on va aller mettre la performance, l'impact de cette solution-là. Et plus elle est efficace, plus elle va aller vers l'extrême droite de notre graphique. Et donc,
une fois que les solutions, les 10 solutions ou les 15 solutions ont été évoquées, elles vont être placées sur ce graphique-là et on va aller de façon plus particulière utiliser les solutions qui sont ultra performantes et qui sont faciles à mettre en place. C'est-à-dire ici, dans le secteur 4, on va l'appeler comme ça. Et la newsletter, eh bien, elle se place logiquement dans ce secteur 4 parce qu'elle est ultra performante. Je viens juste de l'expliquer juste avant pourquoi elle était performante. Et puis, elle est dans le secteur 4 parce qu'elle est peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coût. Ça ne coûte même pas le prix d'un timbre. Il y a encore quelques années, pour faire quelque chose comme ça qui ressemblait à ça, dans l'ère du non-digital, il fallait faire ce qu'on appelle un mailing. Il y avait un coût, il y avait un temps passé parce que mettre des choses sous enveloppe, ça prend du temps, etc. Ici, on a, grâce au digital, la capacité d'aller faire quelque chose qui demande certes des compétences de niveau moyen, mais par contre, en termes de coût et en termes de temps, qui sont très, très faciles à mettre en place, enfin relativement faciles à mettre en place, et qui sont très réactives. On appuie sur le bouton à 9 heures, la newsletter, elle est prête, enfin chez nous, elle est déjà prête, et lundi matin à 8 heures, ça va partir, et ça va partir en masse, par saccade, et donc c'est en ça qu'elle est performante, et parce qu'elle est située en secteur 4. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont situés en secteur 4. D'accord. Donc là, en fait, si je comprends bien, c'est presque super facile, c'est hyper performant. Et donc, est-ce que ça veut dire que tous les cabinets dentaires de France peuvent l'utiliser, peuvent le faire? En fait, dans l'absolu, je dirais oui, mais dans la réalité, non. Il y a pas, tous les cabinets ne seront pas éligibles pour cette technique-là. Parce qu'aujourd'hui, on a deux sortes de cabinets. On a des cabinets qui ont fait de la prévention, qui se sont organisés en équipe, qui sont des cabinets dans lesquels il y a du personnel, on va dire des assistantes, des dentistes, et puis des cabinets qui sont quelquefois sans assistante ou avec une assistante. Et les cabinets qui sont avec une seule assistante ou qui sont tout seuls, eh bien, n'auront pas, là où éventuellement dans un cabinet où il y a dans une équipe constituée, on va dire, avec une équipe, avec plusieurs membres dans l'équipe, effectivement, dans l'échelle de la difficulté, on va le trouver en secteur 4 parce qu'on aura quelqu'un qui aura la compétence dédiée pour ça et puis on a quelqu'un qui aura du temps pour le faire. Dans le cabinet dans lequel les gens sont tout seuls, eh bien, effectivement, pourtant la même tâche, elle va monter dans l'échelle de la difficulté parce qu'en fait, le praticien, s'il est tout seul, n'aura pas le temps pour le faire ou s'il a une assistante, elle sera dédiée dans les manœuvres barrières, elle sera tellement accaparée par le challenge numéro 1 qui est la sepsie, qu'il n'y aura pas la compétence et qu'il n'y aura pas le temps pour le faire. Donc, dans la réalité, je pense que non, tout le monde ne pourra pas le faire et les cabinets qui n'ont pas cru au pouvoir de l'équipe, à la puissance de l'équipe, au fait que l'équipe n'est pas une addition de personnes, mais une multiplication des talents, que rajouter quelqu'un dans l'équipe n'est pas une photocopie, n'est pas quelque chose qui permet de faire plus, mais quelque chose qui permet de faire mieux, parce qu'on va avoir des économies de temps qui vont nous permettre d'aller chercher des compétences qui ne peuvent pas exister. C'est juste que ça ne peut pas exister dans une équipe de 2, par exemple, dans une équipe de 1. Ce n'est pas que l'équipe de 1 ou de 2 ne sont pas bons ou ne sont pas performants, c'est juste qu'ils ne peuvent pas aller faire l'ensemble des tâches et l'ensemble des compétences qu'on peut avoir dans une équipe plus nombreuse. Et, et que ça peut poser un problème. Alors, c'est vrai que le cabinet C2S, c'est un gros cabinet, que c'est chez Force, hein, mais enfin, je ne pense pas que tous les cabinets soient amenés à être de gros ou de grands cabinets. Toi, Philippe, vous êtes 2 praticiens dans ton cabinet. Enfin, est-ce que tu ne trouves pas un peu le discours de Pierre-Michel peut-être décourageant? J'imagine que pour certains cabinets, oui, ça pourrait, la réponse rapide pourrait être que ça fait peur, c'est un peu décourageant, mais en réalité, il faut regarder ce qui est dit par derrière. Il n'y a pas de gros ou de petits cabinets. Il n'y a que des cabinets qui se développent, des cabinets en devenir, des cabinets qui ont des réflexions pour l'avenir. Et, je donne je donne cet exemple de aujourd'hui, on va être confronté à un afflux de patients. On a 2 mois d'interruption d'activité. On est dans la période où ceux qui sont nés dans les années, fin des années 50, début des années 60 vont partir en retraite. Il se peut qu'on ait quelques cabinets qui ne supportent pas la crise que l'on est en train de vivre. Donc, on va avoir un afflux de demandes. J'ai toujours considéré le praticien comme étant quelqu'un au service du patient
et non pas à se servir. Le rôle de la profession de chirurgien dentiste n'est pas faite pour dire ça y est, j'ai fini ma journée, j'ai terminé ma petite structure, je ne peux pas prendre plus de personnes. Ce qu'il faut, c'est se développer, ce qu'il faut, c'est grandir, ce qu'il faut, c'est s'entourer, ce qu'il faut, c'est développer les talents des autres, ce qu'il faut, c'est donner du travail à notre société. Et donc, de petits cabinets, comme tu dis, on a toujours été 2 dentistes depuis le début. On a été 2 dentistes avec une assistante et avec 2 fauteuils. Aujourd'hui, on est avec 4 fauteuils, 4 assistantes. Donc, ce développement, et comme disait Pierre Michel, si vous regardez froidement ce qu'il nous propose dans la structure dans laquelle vous êtes actuellement, c'est quasiment impossible. Vous êtes déjà à 110% d'activité. Vous ne pouvez pas rajouter du temps. Mais en fait, c'est en s'entourant, c'est en déléguant surtout. Les étapes pour un cabinet, petit cabinet, ça serait de déléguer, de donner aux autres ce que l'on n'a pas besoin de faire soi-même pour ne faire que quasiment de la dentisterie et du management pour un leader. Et puis éventuellement, quelques années plus tard, quand les assistantes seront là, rempliront leur rôle, s'occuperont de la newsletter et bien d'autres outils, on pourra éventuellement distribuer un peu de la partie de son activité à un collaborateur, et ainsi va naître un nouveau cabinet, un plus gros cabinet. Donc le but, encore une fois, c'est pas de regarder les gros et de rester petit, mais c'est de grandir, grandir, grandir. Et c'est ce qui va nous donner du bonheur. Et il faut faire attention parce que la vie passe très, très vite. La vie professionnelle passe très vite. Merci Philippe. Ça a permis de moduler un petit peu et puis de donner espoir aux dentistes qui nous écoutent et qui ont des plus petites équipes. Finalement, c'est possible si on se donne les moyens d'essayer de grandir et puis de progresser avec son équipe. Alors, je vous propose maintenant tous les deux qu'on revienne un petit peu plus dans le cœur de notre sujet qui était la communication et plus particulièrement la communication émotionnelle. Donc là, Pierre-Michel, tout à l'heure, tu nous as donné des exemples de communication à distance. Et maintenant, est-ce que de la même façon, tu peux nous donner des exemples de communication émotionnelle sur site, au sein du cabinet, pour les patients qui rentrent dans le cabinet, qui viennent pour leur rendez-vous au sein du cabinet? Oui, bien sûr. Cette communication-là, elle est évidemment différente euh, et elle va être excessivement importante. Encore une fois, pour aller rassurer notre patient. Le challenge de cette communication-là, c'est finalement de rendre l'invisible visible. Pourquoi? Parce que l'ensemble des dentistes en France se sont équipés et ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour l'asepsie. On fait en sorte que leurs mesures barrières soient très efficaces. Alors, ils ont mis un ensemble de mesures et la plupart sont quelquefois invisibles. Ils ont acheté des aspirateurs extra-buccaux, quelques-uns ont mis des systèmes d'UVC dans leur cabinet, tout le monde demande à son assistante de passer plus de temps entre chaque patient puisqu'il va y avoir des phases d'aération. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, mais ça se fait quand le patient a quitté le cabinet ou quand le patient est au secrétariat pour régler, par exemple. Alors, il faut absolument rassurer le patient et rassurer le patient en lui montrant qu'on fait des choses qui sont au-delà des normes et qui sont au-delà de l'ordinaire pour aller lui garantir. Il faut vraiment qu'on arrive à une notion de garantie, de ne pas être contaminé, par exemple. Et c'est d'autant plus important. Enfin, l'autre chose pour laquelle c'est important, c'est que peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutent, qui sont particulièrement avancés en organisation, arriveront à se faire payer entre guillemets ces dépenses supplémentaires qui sont liées à la crise et qui ne sont pas de la faute des dentistes, pas de la faute des patients, mais qui sont à la faute des événements. Donc, on pourra se les faire payer avec 2 conditions. Il y a une condition légale, il faut que le système soit légal. Donc ça, je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des possibilités. Mais surtout, il y a la notion d'égalité et puis il y a la notion que le patient, il sera d'accord pour payer s'il a vu qu'il y avait quelque chose, s'il a en fait cette garantie. Donc en fait, il faut absolument rendre visible l'invisible avec des choses qui sont visibles.
si je peux illustrer ça par un exemple pour essayer de ne pas être trop conceptuel, mais ramener avec quelque chose qu'on comprend, eh bien, j'aime parler à ce moment-là des surchaussures, parce que c'est avec cet exemple-là qu'on comprend un peu l'histoire. Les surchaussures, de vous à moi, Philippe et Marie, bon voilà, si on fait une conversation d'experts en asepsie, je ne suis pas sûr que contre le Covid-19, les surchaussures soient quelque chose de très majeur. Par contre, en psychologie, c'est autre chose parce que les surchaussures, elles vont être mises dans un protocole. En l'occurrence, je vais parler de ce qui se passe chez nous. On a décidé de mettre ça en protocole. Ça veut donc dire que chaque patient, tous les patients vont aller mettre des surchaussures. Donc, il y a cette chose qui va être visible par tous les patients. C'est impossible que le patient rate cette nouvelle chose qu'on a mis en place. Et de ça, il va en déduire. Et encore une fois, c'est dans l'émotionnel que ça va se passer parce qu'il va falloir qu'il les mette. Il va vivre une expérience. Il va voir visuellement quelque chose. Il va y avoir même peut-être du toucher. Enfin, il y a quelque chose qui va être vraiment dans l'émotionnel. Et c'est cette émotion qui va aller imbiber la zone ici qui s'appelle est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je ne le suis pas. Et c'est ça qui va venir compenser ou en tout cas qui va aller donner une émotion, du visible pour aller compenser toutes les manœuvres invisibles qu'on peut être amené à faire à droite et à gauche. Donc voilà, moi je recommande vraiment de bien regarder le parcours du patient lorsqu'il va arriver au cabinet. Est-ce qu'il va voir que vous avez supprimé les salles d'attente? Est-ce qu'il va voir que vous avez mis telle ou telle chose en place? Et l'idée ici, c'est de vous assurer qu'il l'ait vu. Voilà. C'est comme ça que j'aurais tendance à vouloir vous aider. C'est en essayant de bien vous mettre à la place du patient et de voir quelle aventure émotionnelle il vit pour aller le rassurer. Oui, les surchaussures, c'est un bon exemple. Là, tu nous expliques qu'il faut vraiment essayer de trouver dans le cabinet tout ce qu'on peut rendre visible aux yeux du patient et ce qui normalement est invisible. Et enfin, je comprends bien le concept. Est-ce que tu pourrais essayer de nous donner un autre exemple, autre que les surchaussures? Oui, je pourrais donner un autre exemple et je vais même aller au-delà. Et voici mon rêve en fait. Enfin, ça va même au-delà d'un rêve parce que j'espère qu'on va aboutir et au moment où on enregistre, le cabinet n'a pas encore repris. Mais globalement, moi, mon rêve, c'est que tous les patients sortent du cabinet en disant merci. Merci d'avoir fait ces mesures-là. Et je dirais que, puisqu'on on est en communication, c'est vraiment ça, je pense qu'on mesure sa communication non pas en fonction de ce qu'on dit, mais en fonction de ce qu'on reçoit en face. Et c'est un grand principe de communication. Ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis. En fait, je sais ce que je dis quand j'entends la réponse qui est en face. Et si on a notre communication qui est vraiment efficace, c'est-à-dire que si on a vraiment rendu l'invisible visible plus exactement, eh bien, on va le voir au nombre de merci qu'on va avoir quand les gens vont sortir. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a déjà eu des merci, puisqu'on a déjà eu des gens qui sont venus en garde au cabinet. Et ces merci, ils deviennent ultimes quand ils sont, quand ils sont sur le Google, sur les avis Google. Et je dirais que c'est le serpent qui se mord la queue, ou en tout cas, c'est le cercle vertueux. Parce que je pense toujours à nos patients de la newsletter et qui sont à distance. Et que si le patient qui vient au cabinet a été suffisamment bien traité de façon euh, émotionnellement impactante, avec des choses visibles qui permettent de parler de l'invisible et qui nous remercie à la fin, et qu'à la fin, on a une équipe qui est suffisamment performante en communication pour lui dire que c'est important pour nous qu'il a le dire sur l'avis Google, parce qu'autrement, il n'ira pas naturellement. Alors, on va peut-être pouvoir aller toucher le patient qui est à 10 km et on va aller comme ça engendrer un cercle vertueux de la communication. Et c'est ça le challenge que j'aimerais ici influencer et aider l'ensemble des dentistes qui nous regardent à aller chercher. Il faut aller chercher ce cercle vertueux. Les manœuvres ne se font pas de façon isolée. Elles se font en symbiose les unes avec les autres. Et c'est lorsqu'elles sont mises en harmonie, et on le voit ici sur Chaussures Newsletter, que quand elles sont mises en harmonie, c'est là que le système s'emballe dans le bon sens. C'est ça l'idée majeure du système. Ok, bon, je pense qu'on va conclure maintenant sur cette partie qui était vraiment axée communication pour nos patients à la reprise. Je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir pris de votre temps, hein, surtout dans cette période où on est vraiment bien occupé pour la reprise, du temps pour répondre à toutes ces questions.
Et avant de vous laisser, il y a une citation de Jim Rohn que je pense que vous connaissez bien parce qu'elle est vraiment très connue en développement personnel, qui dit Leaders are readers, les leaders sont des lecteurs. Et je sais que tous les deux, vous êtes vraiment des grands lecteurs. Et moi, personnellement, j'adore les citations inspirantes. Et donc, avant de terminer, est-ce que vous auriez en tête une citation qui se prête à la crise que nous vivons en ce moment, une citation qui vous inspire ou peut-être un livre que vous souhaiteriez nous conseiller, partager avec nous? Pierre-Michel, est-ce que tu as quelque chose en Écoute, tête? oui, bien sûr. Donc, du coup, j'adore l'exercice. J'adore l'exercice. Et la citation qui me vient là, je vais la dire un peu de façon un peu provocante, mais ce serait: quelle est ta victoire d'hier? Et pourquoi cette citation-là, j'aimerais vous la faire partager? D'abord, l'auteur, c'est qui? Ben, en l'occurrence, c'est moi. Et quelle est ta victoire d'hier? Et pourquoi je la trouve, entre guillemets, «à propos» dans le moment qu'on vit tous ensemble en ce moment? Heu, c'est parce que c'est une citation que j'ai dite tous les jours depuis le début du confinement, puisque à J+1, après le début du confinement, on a décidé de faire des réunions en équipe pour continuer à travailler en équipe. Et on a donc un clearing qui a été un rituel à 8 heures du matin avec une partie de l'équipe quasiment tous les jours depuis le début du confinement. Et que chaque clearing a commencé par cette question-là, qui est: quelle est ta victoire d'hier? Et cette citation, entre guillemets, elle comporte pour moi deux aspects extrêmement motivants, extrêmement porteurs en cette période-là. La première chose ici, c'est qu'elle permet, je pense, de comprendre que les victoires, les grandes victoires, sont précédées de mini-victoires. Quand vous voyez un champion qui a sa victoire ultime parce qu'il vient de faire le 100 mètres et qu'il vient d'avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques, cette victoire-là n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des victoires d'hier, s'il n'y avait pas eu une infinité de victoires quotidiennes, et que sa victoire du 31 décembre, elle est liée à ses victoires de 365 jours passés, et qu'une journée passée sans victoire est une journée gâchée, entre guillemets, et que, et que les performances ultimes, elles sont liées à une somme de performances qui vont non pas s'additionner, qui vont se multiplier de jour en jour. Ça, c'est le premier aspect de la citation qui me transcende. Et le deuxième aspect qui me transcende également, c'est que j'ai eu en Skype, et puis en Zoom, et puis par téléphone, etc., beaucoup de dentistes de ces formations qui avaient des problématiques à régler. Et j'ai trouvé beaucoup de gens, alors dépressifs, ce n'est pas exactement le mot, mais enfin, je les ai trouvés, vous voyez, un peu comme ça, avec un moral un peu down. Et, et je pense que cette citation, elle encourage les gens à regarder leur victoire, et qu'elles encouragent les gens à aller regarder comment finalement la vie est belle, même lorsque les circonstances de BFM veulent absolument nous dire le contraire, mais qu'il y a la possibilité d'aller se réjouir sur certaines choses parce que tout simplement la vie est réjouissante, et que lorsqu'on a eu une victoire, eh bien, ça permet de voir l'aspect, la perspective de quelque chose qui va générer de l'optimisme, et qu'il n'y a pas de dépression chez les gens qui pensent qu'ils ont une belle vie. La dépression, elle est uniquement chez des gens qui pensent qu'ils ont une vie moche, ou une vie dans laquelle ils ne sont pas à niveau, ou dans laquelle dans la vie ils ne se sentent pas portés par de l'optimisme. Donc voilà, cet exercice qui est: quelle est ta victoire d'hier, est quelque chose qui m'a porté quotidiennement depuis tout le confinement. Alors du coup, dans cet exercice-là, c'est celle qui me vient quand tu me poses la question. Ça marche. Merci de nous l'avoir partagé, Pierre-Michel. Philippe, à ton tour, est-ce que tu as une citation, un livre, enfin, ou comme Pierre-Michel, une maxime, un exercice voilà, que tu aimerais partager avec nous? Je vais partager une citation qui est beaucoup plus ancienne, qui est un petit peu crue quand on l'écoute comme ça, qui est une citation de Charles Darwin qui dit que les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, bon, froidement comme ça, analyser, c'est sûr que ça fait peur, mais c'est pour vous remettre dans ce bain de l'action et de ce que vient de dire Pierre Michel sur toutes ces petites victoires qui font les grandes victoires, et qui font que c'est dans le mouvement et c'est dans le fait de ne pas vieillir. Je dis que l'homme ne vieillit pas, il grandit, et nos cabinets ne vieillissent pas, ils doivent grandir. Et cet espoir, c'est l'espoir du
du travail et de l'organisation pour arriver à mettre tous ces éléments en place et pouvoir nous en sortir encore plus fort qu'avant. Parfait. Très inspirant. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Pierre-Michel. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette conversation avec vous et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite qui sera consacrée à la téléconsultation. Enfin, téléconsultation, c'est vraiment aussi une autre problématique phare, ou en tout cas un autre sujet phare de reprise post-Covid-19. Donc, je vous dis à très bientôt pour cette suite. Je suis vraiment ravie d'avoir présenté cet épisode du C2S Dental Talk. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant sur les réseaux sociaux, en partageant cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, les thèmes éventuellement que vous souhaiteriez que nous abordions dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet www.c2sformation où vous retrouverez également toutes nos formations. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.